Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada. Les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling! Bienvenue à toi sur ce 5e épisode. Aujourd'hui, on papote avec Arthur qui vit à Montréal depuis 1 an et demi. Arthur va nous partager son expérience qui, tu le verras, est très intéressante si tu as envie ou auras envie au cours de ton expatriation de changer de voie professionnelle. Salut Arthur! Salut Hélène. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais au Canada, depuis combien de temps tu es, etc., etc. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Arthur. Je suis arrivé de Normandie depuis novembre 2021, ici à Montréal, au Canada. Je suis arrivé en PVT, donc permis vacances-travail. Je pense que c'est maintenant un sigle qui est familier pour beaucoup d'auditeurs, à mon avis. Je suis arrivé à 2 mois de différé avec ma copine et donc on habite ensemble à Montréal depuis novembre 2021. Concrètement, donc moi je suis architecte de formation, donc j'ai travaillé dans 2 firmes différentes et aujourd'hui j'aspire un petit peu à une nouvelle inspiration professionnelle, des changements qui sont en cours. Et sinon notre vie au Canada, on s'y plaît vraiment très très bien. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes, plein de voyages déjà faits et programmés encore par la suite. Et aujourd'hui, on est sur la voie un peu de la résidence permanente très progressivement avec plusieurs démarches en cours. Quand on a échangé pour préparer l'interview, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs jobs. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu le cheminement? tout à fait. Alors en fait, quand j'ai commencé à m'inscrire pour les rondes d'invitation au PVT en 2021, c'était encore la Covid, donc c'était fermé. À un moment donné, ils l'ont rouverte sur une très courte période où il fallait avoir un motif impérieux pour entrer sur le territoire canadien. Et à ce moment-là, qui dit motif impérieux, ça voulait dire une promesse d'embauche. Donc, exceptionnellement, c'était pas tout à fait un tirage au sort comme c'est normalement le fonctionnement d'un PVT. Donc, en fait, on a cherché conjointement avec ma copine, on a cherché chacun un travail, on a réussi. Et pour ma part, ça a été un petit peu difficile parce que mon métier est soumis à un ordre professionnel, donc à des reconnaissances de diplômes que j'ai dû faire à distance. Et en soi, ça se fait très très bien avec le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration et de l'immigration, je sais plus dans l'ordre. En soi, j'ai pas totalement réussi parce que voilà, il y a le fait de ne pas avoir l'adresse canadienne et de ne pas être sur le territoire en tant qu'architecte ou d'un métier un peu plus spécifique, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce qui fait que voilà, il me fallait une promesse d'embauche. Donc, peu importe ce que c'était. Donc, finalement, j'ai cherché dans totalement autre chose. Donc, j'ai postulé en tant que serveur, réceptionniste d'hôtel. J'ai cherché un peu tous les petits jobs et j'ai regardé aussi sur le site de pvtist.net où j'ai postulé à quelques offres qui étaient dessus. Et c'est notamment via ça que j'ai trouvé un petit job de manutentionnaire dans une entreprise de photographie à Montréal que j'ai pu trouver. Et c'est eux qui m'ont fait la promesse d'embauche. Et c'est, entre guillemets, grâce à eux que j'ai pu arriver sur le territoire. Donc j'ai travaillé 2 mois chez eux parce que voilà, c'était juste un contrat très court sur la période de Noël. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et puis une fois ici, voilà, on a pu avoir notre adresse canadienne, un numéro de téléphone canadien. Et à la suite de ça, je me suis mis à repostuler dans l'architecture. Puis en l'occurrence, ici, le réseau LinkedIn marche très très bien. Il est très actif. Donc ça, en fait, il ne faut pas hésiter à se mettre dessus, à dire qu'on est open to work. Ça marche vraiment bien. Envoyer des messages, même si c'est pas forcément des candidatures à proprement parler, mais juste des messages de contact à des personnes qui travaillent dans des entreprises. Au final, le contact, il se fait vraiment très bien comme ça et tu peux trouver un job quelque part. Tu as pu créer des opportunités de ton côté comme ça grâce à LinkedIn? Exactement, oui. Moi, j'ai réussi à trouver mes 2 jobs d'architecture. Enfin, je vais en parler mon deuxième après. Mais mes 2 jobs que j'ai trouvés en architecture ici, je les ai trouvés via LinkedIn. En l'occurrence, voilà, ça vraiment ça marche. Et donc le premier, c'était une firme de design d'intérieur pour laquelle j'ai travaillé. Donc c'était un couple de Québécois qui tenait une firme de design et ils travaillaient pour des clients à l'international. Donc la plupart étaient aux États-Unis, j'avais des clients en Inde, il y avait des clients en Europe, quelques-uns dans le Canada.
C'était des clients très aisés, donc je faisais des mobiliers intérieurs sur mesure avec du beau bois, etc. Je faisais des beaux dessins. C'était vraiment très enrichissant et on avait des locaux dans le Vieux-Port de Montréal, donc c'était un cadre Sympa. idyllique. On avait une vue imprenable sur le Vieux-Port. C'était vraiment idyllique. Malheureusement, mon expérience, elle a un peu viré de bord parce que ici, les patrons, ils ont changé un petit peu de virage professionnel. Ils ont recruté des personnes à distance, contrairement à ce qu'ils m'avaient promis au début, une équipe jeune, soudée, etc. Au final, des promesses qui n'ont pas été tenues à bout. Et ils m'ont demandé, voilà, une grosse production de travail. Finalement, ça faisait plus. C'était une petite entreprise ou une... C'était plutôt une petite entreprise, on va dire familiale, ouais. Le couple en question, et puis après, ça gravitait un petit peu autour. Mais après, ça restait vraiment une petite structure, donc en soi, c'était quand même très, très enrichissant et très intéressant. Puis, bah, je me suis retrouvé après sur une petite période de chômage, mais que j'ai vraiment pris le temps, ouais, juste le temps pour moi, en fait, à ce moment-là. J'ai eu 3 mois de chômage, mais en soi, j'étais pas du tout stressé à ce moment-là, justement. Au contraire, ça m'a permis de prendre du temps pour moi. Et le rapport au chômage ici, je pense qu'il est complètement différent qu'en France. Je pense qu'on en reparlera aussi, mais là, ça m'a vraiment permis de prendre du temps pour moi et de profiter du V de PVT. Et à la suite de ça, j'ai recommencé à envoyer des candidatures et j'ai travaillé 3 mois dans une entreprise d'architecture, une vraie cette fois. Et j'ai travaillé donc pendant 3 mois sur de l'architecture neuf et du patrimoine. Donc c'était une expérience qui s'est moyennement passée parce que pareil, on m'a demandé une très grosse production de travail et il y a eu une incompatibilité professionnelle. Ça arrive. Je m'entendais pas très bien avec mes collègues. C'est des choses qui arrivent, mais donc voilà, j'ai décidé de couper court. Puis là, aujourd'hui, je suis à nouveau donc au chômage, mais je cherche donc des petits jobs, pareil, en allant un peu à droite à gauche. Pas hésiter à aller voir les vitrines dans les magasins parce qu'ils recherchent véritablement vendeurs, vendeuses, serveurs, etc. Ou via LinkedIn, comme on vient d'en parler. Et actuellement, je suis donc aussi en réflexion de reconversion professionnelle. Alors, avant de parler de la reconversion professionnelle, par rapport à la période de chômage, tu dis que c'est différent par rapport à la France. Tu dis ça par rapport à la perception qu'on a du chômage en France. Est-ce que tu retrouves les mêmes avantages? Est-ce que c'est différent? Est-ce que les conditions ne sont pas les mêmes? Moi, je dirais qu'on a une perception différente parce que déjà, on a la vie d'expatrié et on est un peu dans l'esprit de découverte toujours d'un pays. Je pense que c'est aussi le moment de se dire, il faut profiter vraiment du V de PVT. En fait, il faut pas hésiter à prendre du temps pour soi parce qu'on n'est pas là non plus que pour travailler. En tout cas, nous, c'est toujours ce qu'on s'est dit. On est là, certes, pour se faire aussi une expérience professionnelle, mais on est là avant tout pour voyager et prendre du temps pour voir du pays, en fait, parce que voilà, on a qu'une seule vie, mais on a aussi qu'une seule jeunesse. Donc, c'est le moment tant qu'on a toute notre santé, on marche sur nos deux pieds correctement, faut voyager et Et, profiter. Donc c'est et pour ça. ça sert à ça le PVT aussi. Exactement, ça sert à ça. Certes, on a un permis de travail ouvert et c'est un très très gros plus ici, c'est qu'on n'est pas rattaché à un employeur, donc on est vraiment libre de faire beaucoup de choses et puis l'enchaînement des contrats se fait extrêmement vite ici. Certes, on peut se faire virer du jour au lendemain et ça c'est vrai, mais en contrepartie, on peut retrouver un job et ça peut être très très rapide également. Donc en soi, le fait de ce turnover-là qui va très très vite, c'est extrêmement avantageux quand on est sur le cas d'un expatrié pour nous, si on a besoin de l'argent à un moment donné ou au contraire qu'on a envie de Le partir changement. quelque part, quoi. Alors, au niveau des indemnisations de chômage, ça marche pas aussi rapidement vu qu'on est expatrié. Il faut quand même cumuler un minimum de droits Mhm. afin de pouvoir en bénéficier. Mon résumé, je dirais, c'est ça. Il faut pas hésiter à prendre du temps pour soi. Au chômage ici, pour moi, c'est pas au chômage. C'est juste du temps libre pour soi et pour profiter. Et donc, il y a un pôle emploi version canadien. Il y a plusieurs organismes qui facilitent un petit peu l'intégration des Français ou n'importe quel étranger venant ici au Canada. Moi, j'ai participé avec la C-Team, Très l'organisme de bien. la C-Team, ouais, qui offre pas mal de petits de programmes pour les expatriés, donc notamment pour les Français, des cours d'anglais, des semaines d'objectifs intégration à laquelle j'ai participé, qui explique un petit peu voilà comment fonctionne le Québec, le système d'éducation, le système politique, le fonctionnement du pays, de la province. Donc c'est très très complet. Ça, je le conseille à des expatriés s'ils sont perdus à un moment donné. Moi, c'est vraiment très très bien. Sinon, il y a un salon de l'emploi auquel j'ai participé aussi il y a peu de temps qui m'a permis aussi de voir plusieurs stands. Aussi des centres professionnels de formation. Et puis, comme tu le dis, il faut pas hésiter à aller vers des organismes, à des salons, à des forums. Il faut être ouvert et aller vers l'autre pour créer un petit peu des connexions et peut-être des futurs emplois. Exactement, faut pas hésiter à développer son réseau d'une manière générale. Comme tu dis, que ce soit dans le salon, LinkedIn ou même du bouche à oreille, hein, parfois c'est une discussion dans un 5 à 7 avec des employés ou des futurs employeurs. Il suffit juste de développer son réseau et on peut trouver.
Et comment tu as perçu ces barrières que tu as rencontrées lors de tes différents emplois? Qu'est-ce que Que ça t'a appris sur toi? Comment tu as réagi? qu'il faut aborder ça de manière un peu personnelle et de dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable d'apporter à l'entreprise et c'est quoi mon expérience professionnelle précédente. Pas forcément la formation qui est le caractère à mettre le plus en avant, en fait. Ça, j'ai appris à le dire au fur et à mesure des entretiens que j'ai fait ici. En fait, en France, on a l'habitude de dire, voilà, je suis diplômé de telle école, j'ai fait telles études et après, j'ai travaillé dans ci, dans ça. Ici, au Canada, c'est la situation inverse, même au nord-américain d'une manière générale. Il faut parler, voilà, de tes compétences, qu'est-ce que Carrément. tu sais faire, c'est quoi tes facultés professionnelles et dans quoi est-ce que tu as travaillé avant. Ta formation, c'est presque, on s'en fout, mais je vais pas dire ça, mais peu importe le domaine d'études ou le diplôme que tu as, il faut montrer qu'est-ce que tu sais faire en entreprise surtout. Donc, c'est à travers ça qu'en fait, que je pense que j'ai commencé à apprendre à comment faire des interviews et des entrevues, comme on dit ici. Mhm. Voilà, faut pas hésiter à se vendre et poser des questions aussi, poser des questions sur l'entreprise, etc. À l'issue de tes deux jobs, on va dire, au Vieux-Port, puisque tu l'as dit plusieurs fois, Mhm. quelle a été ta remise en question? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais comme job? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'en suis? Ça, c'est très dur hein, quand on se remet en question plusieurs fois, c'est extrêmement fatigant et épuisant. C'est aussi pour ça que les périodes de chômage, elles m'ont permis de me relaxer par rapport à tout ça, de me poser, de me dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre un petit peu de temps avant de recommencer quelque part. Et je réfléchissais déjà à partir un petit peu en dehors de l'architecture, parce que c'est un milieu voilà, qui demande beaucoup d'investissement personnel et physique aussi et psychologique pour laquelle voilà, j'avais besoin de retrouver plus d'équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc c'était déjà un fondement j'avais déjà en tête avant même de recommencer à postuler en tant qu'architecte ici. Mais après, au vu de mes deux dernières expériences, ça s'est malheureusement pas forcément bien terminé sur les deux cas. Donc ça m'a évidemment remis en question, mince, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis vraiment incompétent? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je manque vraiment de production? Est-ce que le métier est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà, c'est la première fois aussi que j'ai eu une incompatibilité professionnelle et je me suis dit, bon, il faut stopper ça. Je sais que le milieu d'architecture, là, ça me convient plus du tout de suite. Donc, j'ai tout arrêté et je me suis dit, hop, je me suis posé devant une feuille de papier et je me suis fait un auto-bilan professionnel, en fait. C'est que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, quelles sont mes compétences, quels sont mes avantages et défauts, ou mes axes d'amélioration surtout. Donc en soi, voilà, j'ai couché un peu tout ça sur papier, avantages, inconvénients de chaque expérience que j'ai eue, et de me dire, voilà, qu'est-ce que je fais en entonnoir de tout ça pour pouvoir chercher un peu ailleurs. Donc, moi, j'ai toujours voulu retrouver un peu un aspect créatif, etc. Donc là, je suis en ce moment en cours de reconversion vers l'infographie. Donc, ça reste un petit peu du domaine de l'architecture quelque part, vu que c'est du dessin, du graphisme. Et j'ai consulté aussi une conseillère en orientation en ligne et qui m'a aussi induit un petit peu ce genre de réponse et qui a appris à m'écouter, à comprendre mon parcours, comprendre aussi mes requestionnements professionnels. Et elle a tout de suite compris que c'est vers ça que je voulais m'orienter. Elle m'a aidé juste simplement par quelques outils en plus à aller vers ça. Mais ces requestionnements professionnels, là, comme tu dis, c'est pas facile parce que voilà, on est épuisé moralement vis-à-vis de ça. C'est aussi un fonctionnement à la canadienne, donc qui n'est pas la même de celle qu'on a eue en France. Donc il y a des choses qui vont très très vite, parfois qui vont beaucoup plus vite que pour nous on ne le pense. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut s'y attendre, il faut se préparer et finalement on s'y adapte aussi beaucoup sur le tas en fait. Je pense que ce que tu dis est 100% vrai. Il faut être résilient et déterminé, puisqu'en fait, au-delà du système que tu viens de citer, qui est complètement différent de la France, il y a aussi l'aspect, tu es seul, c'est-à-dire que tes amis, ta famille sont éloignés géographiquement, donc tu es seul physiquement à un endroit précis, et puis tu es seul dans ta tête, dans ta réflexion. Il y a que toi à qui ça arrive, et puis le reste du monde autour de toi continue d'avancer et de faire son bout de chemin. Donc, c'est pas évident. Il doit y avoir une sacrée charge mentale, je pense. Et c'est très bien, je trouve, de l'avoir fait un petit peu sur le papier en pesant les pour et les contre sur ta situation professionnelle. C'est comme ça qu'on avance et je pense que c'est pas malheureusement tout le monde qui est capable de le faire, d'avancer comme ça et d'être autant résilient. Donc, bravo en tout cas d'avoir fait tout ce parcours-là. Merci beaucoup. Et en fait, je le conseille à beaucoup de personnes, même si on est voilà, dans une période un peu de doute, etc. Faut pas hésiter à mettre ça sur papier parce que déjà, ça te décharge mentalement ce qui se passe dans ta tête
Et vraiment, ça te permet de te libérer l'esprit, d'y voir un peu plus clair et vraiment d'avancer au niveau de ta tête. Donc, il faut être objectif aussi par rapport à soi-même et oui, se comprendre aussi. Il faut pas non plus se flageller, se dire on est mauvais, etc. Non, il faut aussi se relever aussi ses compétences. On sait faire des choses et il faut pas hésiter à, voilà, à se remettre vraiment sur un piédestal, même si on s'est pris, voilà, même si on s'est fait lyncher avant. Non, il faut vraiment sortir la tête haute et montrer voilà, on sait faire des choses. Donc, reconversion professionnelle en infographie. Tout à Hum, fait. Combien de temps ça va durer? Sous quel format c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Tout à fait. Alors, mon PVT, il va finir aussi dans quelques mois. Donc, Oui. c'est aussi ma transition qui va se passer à travers ça, à la fois avec ma copine en même temps. Donc, moi, je vais partir sur un permis d'études à l'issue de mon PVT. Et Tu peux donc, enchaîner les deux en fait, c'est ça? exactement. C'est que tu peux enchaîner les deux et ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Ça peut être permis d'études puis un PVT. C'est tout à fait possible. Et moi, j'ai trouvé un centre de formation professionnelle à Longueuil, donc juste à côté de Montréal. Il y a juste à prendre la ligne jaune, traverser le Saint-Laurent et on y est. Et ce sera une formation d'un an et demi qui se passera là-bas à partir de novembre prochain. Et c'est un centre donc professionnel de formation. Donc c'est une formation qui est individualisée. Donc il y a des cours évidemment qui sont collectifs, etc. On a sa propre machine qui nous est fournie, etc. Mais c'est formation individualisée, c'est-à-dire qu'on peut suivre des modules. Et si on est plus rapide sur un module, voilà, on peut avancer plus vite que les autres. On peut moduler un peu son temps d'étude, en fait, si je puis dire. Et je pense que cette formation, elle va m'apporter pas mal de choses. Déjà, ça va. Même si c'est un retour aux études, c'est pas exactement ça parce que c'est un centre professionnel et c'est pas non plus un master qu'on va refaire. C'est déjà plus court. Donc voilà, même si je saute le pas de ce côté-là, voilà, je sais que c'est pas non plus sur une grande période. Donc je trouve que c'est un format qui est assez convenable. Je vais pouvoir aussi travailler à côté de mes études pendant 20 heures semaine, ce qui est relativement avantageux. Et je passe par un organisme qui s'appelle Québec Métiers d'Avenir, qui offre des frais de scolarité totalement gratuits pour les Français. Donc ça économise, Ça, c'est c'est une une très super très info. grosse, exactement, c'est une très très grosse économie pour faire plein de formations. Et d'ailleurs, il y en a pour tous les milieux de ébéniste, menuiserie, cuisine, plein de choses. Québec Métiers d'Avenir, si jamais, je fais la promo en même temps. Mais c'est extrêmement avantageux si on veut repartir sur des études dont les frais de scolarité sont gratuits pour les Français, c'est extrêmement avantageux. Et donc, à l'issue de ça, il y aura un diplôme reconnu au Canada, au Québec et à l'international. C'est génial parce qu'on sait qu'en plus les études, les formations au Canada sont extrêmement coûteuses. Là, par exemple, je me renseignais pour le développement web dont je parlais dans un précédent épisode. C'est 8 000, 9 000 dollars canadiens pour 2 mois de formation. Donc, Bon, c'est génial d'avoir cette opportunité, d'avoir les frais offerts. c'est ça. Donc, en soi, si des personnes sont motivées, je pense que ça peut être aussi un bon moyen. J'ai un ami qui a déjà passé, qui passe par cet organisme-là en ce moment, qui a déjà commencé une formation en design d'intérieur à Verdun. Et apparemment, ça se passe très, très, très bien. C'est très formateur. Il rencontre plein de gens. Il y a même des cours avec des vrais clients. Donc, c'est extrêmement motivant. Et du coup, tu as dit que tu pouvais travailler en même temps. Tu as un certain Oui. quota d'heures à ne pas dépasser, il me semble. Est-ce que tu comptes peut-être trouver un stage à côté ou trouver un job dans n'importe quel secteur? Moi, je vais trouver un job dans n'importe quel secteur. Je pense que peut-être un petit job de serveur quelque part, 20 heures semaine, ça se fait beaucoup. Ici, le turnover se fait vraiment rapidement. Donc, en soi, 20 heures semaine, je pense trouver voilà, un job pas non plus trop pesant parce qu'après, tes cours de formation, le temps de transport et retravailler un peu derrière, voilà, ça va faire aussi des bonnes journées. Mais oui, un petit job en tout cas. Ok, et à l'issue, tu t'es déjà renseigné, tu vas pouvoir trouver un job tout de suite en termes de marché de l'emploi au niveau de l'infographie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple de trouver un emploi tout de suite? Est-ce qu'il faut passer par un stage? Je me suis beaucoup renseigné avant de partir déjà sur mon choix d'études et de retourner dans l'infographie. J'ai beaucoup regardé de webinaires sur Internet, sur YouTube. J'ai regardé, enfin voilà, je me suis beaucoup renseigné sur les fiches métiers un peu partout. J'ai contacté des infographistes par LinkedIn. Je leur ai juste envoyé des messages privés en fait et je leur ai posé des questions toutes simples. Voilà, comment tu te plais dans ton métier? Qu'est-ce que tu fais quelles sont tes missions en journée? Pour qui tu travailles? Comment est-ce que tu te sens dans ce que tu fais? C'est quoi tes journées types? Sur quel logiciel est-ce que tu travailles? Donc voilà, j'ai posé des questions à Génial. plusieurs personnes en fait. Et
il y a plusieurs domaines en fait un peu différents. Un illustrateur, un graphiste indépendant, un infographiste dans une entreprise de, je sais pas, de communication. Voilà, j'ai essayé de trouver un peu de différents milieux pour voir, recueillir un petit peu de témoignages en fait, un peu comme ça. Et ça, faut pas hésiter à le faire. C'est extrêmement enrichissant et ça te permet d'avoir une petite vision un peu plus de ça. Et donc, en l'occurrence, l'infographie, oui, c'est un secteur qui est assez porteur parce qu'en fait, oui, le réseau des multimédias, la communication visuelle est extrêmement tendance aujourd'hui. Tout le monde en a besoin, beaucoup d'entreprises en ont besoin. Donc, euh, donc oui, il y a du débouché à la fois au Québec, à la fois au Canada et partout dans des maisons d'édition, dans des imprimeries, dans des entreprises d'architecture aussi, c'est très, très varié. À tous ceux qui nous écoutent, Arthur vient de le redire, LinkedIn, c'est la voie de la raison, c'est the place to be. Il faut être curieux, il faut aller poser des questions. C'est super ce que tu as fait, je trouve, parce que c'est comme ça justement qu'on peut aussi se faire repérer. Donc, il faut pas hésiter à être actif et pas être passif en fait sur ce réseau. Il faut pas juste voilà poster son CV, mais ne pas hésiter à engager la conversation, que ce soit avec des recruteurs ou même avec des gens qui sont en lien direct avec le métier qu'on vise. Exactement. Et puis, même si ça n'aboutit pas forcément, c'est toujours un contact et le CV est toujours déposé dans la boîte. Et puis, qui sait aussi un message, un bouche à oreille, on te dit, ah, je suis désolé, pour l'instant, on recrute pas. Mais par contre, je connais une autre entreprise qui recrute, ou je connais un tel dans une autre entreprise. Je te conseille d'envoyer ton CV ou si tu veux, je te parle de toi à ma connaissance. Et parfois, ça peut déboucher sur des choses totalement improbables, mais ça marche. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la création d'un cercle amical? Est-ce que tu veux donner des conseils pour créer du lien plus facilement quand on est à Montréal et qu'on vient d'arriver depuis quelques semaines? En soi, il y a beaucoup de moyens de le faire. Ça, c'est aussi l'avantage, même pour tous les Français expatriés ici. On a l'impression d'atterrir tous dans un nouveau milieu. Donc, en fait, tout le monde cherche à créer du lien avec les uns avec les autres. Donc, en soi, il y a beaucoup de rencontres PVTistes qui sont organisées officiellement par pvtist.net ou d'autres par des groupes Facebook de Français expatriés. Il y en a plein. Et il y a tout le temps des sorties qui sont organisées, qui sont soit dans les parcs, là, justement, sur la saison estivale, dans les parcs, c'est extrêmement prisé. Donc en soi, il y a beaucoup d'échanges et de liens qui se connectent à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de chalets qui sont organisés où voilà, on se loue un chalet en dehors de Montréal, vers Mont-Tremblant ou vers d'autres coins un petit peu plus isolés. Il y a très souvent un spa qui est compris dans le chalet. Tu peux avoir parfois des accès au lac, donc avec des kayaks qui peuvent être directement loués. Donc c'est incroyable aussi. Tu te crées des souvenirs qui sont super cool. Tu te fais des groupes de potes, tu fais des activités avec eux, donc utiliser les chalets ou sinon ouais, il y a plein de sorties dans les parcs où tu vas chiller dans les parcs. Il y a aussi beaucoup d'événements culturels à Montréal en été, beaucoup. Il y a énormément de festivals qui sont développés, donc oui, c'est extrêmement riche. Et il y a d'autres groupes aussi qui peuvent être organisés. Il y a aussi les Meetup, l'application Meetup qui permet de rencontrer des personnes plus anglophones ou des personnes d'autres nationalités. Ça permet de. Moi, j'ai rencontré via aussi Mondolingo, c'est un groupe Facebook qui permet de parler avec d'autres nationalités et d'autres langues aussi, si on veut. Et j'ai rencontré des Italiens, j'ai rencontré des Américains aussi qui viennent un peu ici. Donc en soi, voilà, il y a beaucoup de moyens de le faire et on rencontre toujours des nouvelles personnes tout le temps. Et plutôt de la team, je ne cherche pas qu'à rencontrer des Français, mais je vais au-delà d'autres nationalités, sur d'autres groupes. Tu fais l'effort quand même d'aller chercher un petit peu du lien ailleurs que le concon français. C'est ça, moi j'essaye de aussi hein, ouais, de chercher un petit peu plus loin aussi. C'est que voilà, moi dans mon passé aussi, j'avais fait un Erasmus en République tchèque, et donc j'avais parlé aussi avec beaucoup de nationalités différentes et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc j'avais envie de retrouver un petit peu cet aspect-là aussi à Montréal. Donc en soi, voilà, j'ai un groupe d'amis français et puis après j'ai juste des connaissances, on va dire, de d'autres nationalités. C'est pas forcément des amis, des grands amis à proprement parler avec qui on va faire des grandes sorties, mais c'est au moins des contacts que tu peux te faire, avec qui tu échanges le temps d'une soirée ou que tu peux retrouver parfois dans un bar, un autre moment. Donc ouais, c'est extrêmement variable. En fait, je pense que la notion d'amis ici, elle est un peu différente dans le sens où on est un peu tous expatriés, donc on vit un peu tous la même chose. C'est pour ça que les Français, bah, il y en a énormément et les Français se retrouvent beaucoup entre eux, mais c'est normal, comme toutes les autres nationalités aussi. Et au final, c'est le fait de se retrouver ailleurs que notre pays d'origine fait qu'on vit une chose
tous ensemble, qui est une vibe totalement différente de ce qu'on vit avec nos amis en France ou notre famille, en fait. On a un œil qui est totalement différent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit, et on partage des activités aussi qui sont moins communes, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Oui, ça rapproche. Exactement, ça rapproche. Puis après, pour se faire des amis québécois, c'est une autre histoire, c'est plus difficile parce que les Québécois ils sont extrêmement gentils. Ça, c'est sûr, c'est indéniable, ils sont extrêmement gentils. Mais pour se faire un vrai ami québécois, il faut vraiment rentrer dans son cercle d'amis. Et ça, c'est pas forcément très simple parce qu'en fait, le Québécois, il a ses amis de lycée, donc du secondaire, aussi des cégeps, et il développe assez peu son cercle d'amis, au-delà de ça. En soi, tu peux très très bien échanger avec lui, le temps d'une soirée ou sur d'autres formats. C'est extrêmement cool d'ailleurs de parler avec des Québécois. Mais on a une espèce de frustration parce qu'on n'arrive pas à les revoir vraiment souvent et c'est difficile de se faire des amis québécois. Mais ça, c'est un aspect social qu'on apprend d'ailleurs avec la C-Team. C'est ce qui est assez intéressant. Mais il faut pas hésiter à aller vers eux. C'est ce qui fait qu'on développe aussi un cercle d'amis local et que tu peux aussi découvrir des recoins du Québec auxquels tu ne soupçonnerais pas et tu ne serais jamais allé. En fait, en arrivant au Québec, je crois la leçon de cet épisode, c'est qu'il faut rester ouvert, ne pas juger et ne pas comparer par rapport à ce qu'on connaît en France, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, l'amitié en France, si je t'invite chez moi, ça veut dire qu'on est vraiment amis. Si je t'invite à boire un verre, c'est qu'on est vraiment amis. Avec les Québécois, c'est un petit peu différent. Donc, il faut s'adapter constamment, en fait. Exactement, faut s'adapter constamment. Et puis, comme tu dis, c'est que, mais ça, c'est totalement normal. Quand on est jeune expatrié, jeune immigré, on a tout de suite envie de comparer à notre pays d'origine. Et c'est totalement normal. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible et progressivement. Et c'est comme ça qu'on avance, de toute manière. À l'issue du PVT, donc permis d'études, qui va durer 1 an et demi, c'est ça? Oui, tout à fait. Et à l'issue de ce permis d'études, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as déjà une idée, même si elle va forcément évoluer, si on s'arrête à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire après? Est-ce que c'est un retour en France? Est-ce que c'est poursuivre l'aventure au Canada? Alors, avec ma copine, là, c'est qu'on est sur la voie en même temps de la résidence permanente parce que elle va avoir suffisamment d'expérience professionnelle pour demander la résidence permanente, auquel moi, en tant que conjoint de fait, je pourrais y participer aussi. Donc, Tu vas être c'était attaché. aussi, exactement, je vais être attaché. Donc, on va avoir, c'était aussi la stratégie de pouvoir faire ça. Et donc, à l'issue du permis d'études, je pense qu'on restera encore un peu ici au Canada. Peut-être changer de ville, je ne sais pas encore, mais peut-être qu'on changera de ville. Mais en tout cas, à l'issue de la résidence permanente, on souhaite partir aussi tout lâcher. On va revendre tout ce qu'on a dans notre appartement et on va s'acheter un van et on va partir sur les routes. Au moins pendant 6 mois et après on verra ce qu'on peut faire mais on aspire peut-être à un autre PVT dans un autre pays en Australie ou Nouvelle-Zélande aussi les PVT ne s'arrêtent pas qu'au Canada il y a aussi plein d'autres choses à voir encore dans le monde donc on est plus dans cette vibe-là on compte encore profiter de tout ce qu'on peut faire ici à la fois au professionnel mais surtout au niveau personnel et voyage à fond ici avant de partir vers de nouvelles aventures. Donc, road trip à travers le Canada, dans un premier temps. À travers le Canada et même tout le nord américain d'une manière générale, les États-Unis et le Mexique. Génial. Si on fait un bilan un peu de ces 1 an et demi d'expatriation, au-delà, donc on a vu un petit peu la partie professionnelle, ce que ça t'a un peu appris sur toi, la remise en question, la reconversion professionnelle. D'un point de vue encore plus personnel, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Ça m'a appris pas mal de choses en fait. On continue de grandir en fait dans la vie et je pense que ça c'est aussi une des périodes dans l'expatriation qui te permet de te conforter vis-à-vis de ça et de dire que tu es capable de t'adapter sur plein de choses, que ce soit sur les petits aspects du quotidien, de gérer comment voilà, les crises professionnelles, les crises personnelles, voilà, la vie d'expatriation, c'est pas non plus la grande facilité parce que voilà, certes, il y a l'œil voilà, formidable de découverte du pays, il y a aussi ce qu'on appelle un peu le coup de blues et le choc culturel qui peuvent amener parfois voilà, des coups de barre et des coups de blues qui peuvent être parfois plus ou moins durs à encaisser. Et après, il y a aussi vraiment la phase d'adaptation, donc ce que j'appelle plutôt la phase montante, qui marque que voilà, que tu comprends le pays, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vis, et tu sais t'adapter en fonction d'une situation. Beaucoup plus facilement que si tu étais resté à l'intérieur de ton propre pays, en fait. Partir en fait à l'étranger, que ce soit en tant qu'expatrié ou même en tant que voyageur dans n'importe quel pays, ça t'amène beaucoup plus de capacités personnelles d'adaptation qui te font rebondir sur toutes les situations. Donc, tu grandis beaucoup vis-à-vis de ça et je le sens de plus en plus. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Et puis, en fait, de tout simplement découvrir le monde. C'est qu'on n'a qu'une seule vie, on a une seule jeunesse, notre planète est encore vivable. C'est très pessimiste ce que je dis,
Mais tant qu'elle est vivable, autant profiter des gens, autant profiter des festivals, autant profiter de la musique, autant profiter des paysages, de voyager. Il faut profiter de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est cette ouverture d'esprit-là, en fait, qu'on a appris sur laquelle on surfe, en fait, aujourd'hui. Un très bon message pour finir cet épisode. Dernière question, est-ce que tu peux nous conseiller un ou plusieurs podcasts, un ou plusieurs livres, films, séries, documentaires que tu as vus sur l'expatriation et qui pourraient aider à apporter des réponses aux questions sur l'expatriation? Alors, moi, j'ai un compte Instagram que je suis depuis quelques temps qui s'appelle l'Odyssée. C'est un petit couple de Français qui voyagent, qui font un road trip, enfin, qui font un tour du monde. Et ils ont créé une chaîne Instagram qui est extrêmement bien faite et qui partage tous leurs bons plans sur tous les pays qu'ils visitent. Et ils ont formé aussi une chaîne YouTube qui envoie plein de bons plans sur toutes les destinations qu'ils font. Je recommanderais cette chaîne-là parce elle est très terre à terre. Et on sent, on est très identifié à eux en fait, parce que voilà, ils filment les moindres petits passages quotidiens, voilà, quand ils entrent dans un Airbnb, quand ils passent la frontière quelque part. C'est extrêmement cool en fait comme format. Je dirais l'Odyssée et puis One Step, One World aussi. C'est une autre chaîne Instagram de voyage qui propose un peu aussi ce genre de format, mais plus, je dirais, de façon plus professionnelle, encore plus extravagante. Les deux, en tout cas, sont très très cool. Merci Arthur pour ton partage d'expérience, c'était chouette. Merci beaucoup, Hélène. Ciao. L'histoire d'Arthur, ça nous montre que l'expatriation, ça sert aussi à prendre du temps pour soi et à profiter de voyages, de week-ends à travers le Canada ou dans des pays voisins comme le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica. Si tu te rends compte que tu n'es plus épanoui dans ton job actuel, n'hésite pas à faire un bilan comme Arthur. C'est un travail qui te servira personnellement et professionnellement. Il n'y a pas de bon moment pour changer de voie et en trouver une plus en accord avec tes valeurs, tes qualités et ta passion. Si tu souhaites te renseigner sur les différentes formations possibles au Québec, rends-toi sur le site internet que Arthur nous a communiqué, donc qui est Québec Métiers d'Avenir. Tu pourras y trouver ton bonheur, une formation adaptée à ce que tu recherches. T'as aussi des forums, des événements, des salons de l'emploi et de la formation, régulièrement à Montréal notamment. Sur Facebook, moi je te conseille de suivre la page pvtis.net Canada ou alors le site internet directement où tu retrouveras des offres d'emploi. Mais sur la page Facebook, il y a régulièrement des lives, des événements autour de l'emploi et du recrutement au Canada. Et enfin, important, pareil, je t'invite à le noter, tu as la CITIM qui est un organisme qui contribue à l'inclusion socio-professionnelle au Québec des francophones. Arthur en a parlé et c'est super important pour justement bien connaître les codes culturels au niveau de la politique, au niveau de l'argent, au niveau de l'emploi, enfin bref. Il y a plein de choses à savoir quand on arrive au Québec et la CITIM est une vraie aide pour ça. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Le prochain épisode, on parle indépendance financière, immobilier avec Delphine. Et une dernière chose avant que tu partes, partage avec un pote, une connaissance qui se pose des questions sur le Canada, ça me ferait vraiment très plaisir. Et enfin, laisse un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast, 4 ou même 5 étoiles, c'est encore mieux. Ça contribue vraiment à la visibilité du podcast et ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner en un clic et c'est gratuit. À tantôt comme on dit à Montréal.